Bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle capsule chez Vis-à-vis. Alors, ce matin, on va adresser un point qui nous est demandé souvent. Je suis dans ma maison, je pense aller en résidence et je pense vendre ma maison. Alors, je fais quoi? On a demandé à Sophie Gérin-Lajoie de se joindre à nous ce matin. Sophie, qui est dans le milieu de l'immobilier depuis maintes années avec son mari Marc. Ils font l'équipe Marc et Sophie à Laval, Remax. Et je lui ai demandé de venir ce matin en lui posant une multitude de questions. Bienvenue, Sophie. Merci beaucoup. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est un aîné là qui pense aller en résidence. Est-ce que je vends ma maison avant d'aller en résidence ou je m'en vais en résidence puis je vends ma maison après? C'est une question qui nous est posée souvent. Qu'est-ce que tu ferais? Excellente question. Puis en effet, on se fait nous-mêmes poser cette question-là souvent. Et puis, il y a deux scénarios, comme tu viens d'expliquer. Le scénario que nous, on va recommander, c'est d'entamer la démarche avec Vis-à-vis. Donc, entamer une démarche de recherche avec votre représentante ou représentant pour avoir une idée, c'est quoi le marché de résidence, quels sont les coûts, comment ça fonctionne, les délais, les réservations, d'avoir vraiment un premier bon aperçu du projet. Okay. Ensuite, idéalement, si vous êtes capable de vous arrêter sur une résidence, sur un complexe ou même avoir une réservation, encore, on vient de tomber une autre étape encore plus importante parce que votre mindset, votre état d'esprit va être déjà ailleurs. Et donc, quand vous allez revenir chez vous, nécessairement, ça va être plus facile de passer à l'étape de mettre la maison en vente. Pour nous autres, lorsqu'on met la propriété en vente, il va y avoir une promesse d'achat qui va arriver, il va y avoir un engagement d'une date d'occupation. Pour nous, c'est important que nos clients, donc le vendeur, ait déjà son plan B. Là, il s'en va où, à quel endroit? Ouais. Parce que quand il va arriver la promesse d'achat, le délai, on ne pourra pas le changer. Alors, si on a mis un délai de 60 jours, 90 jours, une promesse d'achat acceptée, on va devoir déménager. Alors, je pense que de pouvoir entamer la démarche avec vous au départ va vraiment bien encadrer le projet de résidence. En parallèle, on débute, on peut commencer notre grand ménage, on peut commencer à libérer nos choses, préparer le processus, rencontrer des courtiers, commencer à avoir une idée des prix. Donc, on peut quand même commencer en parallèle de préparer la maison pour la mise en vente. Mais je pense que l'idée de dire « je trouve ma résidence et je vends après », je pense que ça serait vraiment l'idéal. Vous allez être moins stressé. C'est quand même un grand projet. Ouais. Vous allez être moins stressé de savoir où vous en allez. Parce que aussi, d'avoir une maison, parce que normalement, on va prendre nos meubles, hein, puis on va les amener dans la résidence, avoir une maison vide, je pense pas que c'est la meilleure chose pour maximiser le prix de la transaction. Est-ce que c'est un point... Nous, on est très confortable. Okay. On préfère une maison qui est dégagée, parce que souvent, avec les années, on accumule. Moi, je pense que l'idée pour aider ces gens-là qui font ce grand changement, j'ai même un petit truc peut-être à vous partager, mais déjà dans votre maison, vous avez sûrement une pièce que vous ne servez plus. Alors, libérez-la, puis divisez-la en 3 sections. Donc, une section à donner, une section à jeter, une section à garder pour la résidence. Okay. Et là, commencez pièce par pièce à placer vos choses. À un moment donné, vous avez un enfant qui vient à la maison, là, vous êtes capable de dire ça, poubelle, ça, à donner. Et là, vous allez continuer dans votre processus. Parce que nous, vendre une maison vide, là, il n'y en a pas de problème. Ça, on est confortable avec ça. Parce que, je vous dirais, c'est l'inverse qui est plus difficile. Quand il y a trop. Quand il y a trop, quand les choses sont démodées, quand le décor est disparate. Et ça, c'est des choses qu'on voit avec les années. On vient accumuler beaucoup de choses dans notre maison qu'on voit plus lorsqu'on y habite. On va en parler tantôt un peu de home staging. Oui, là, en effet. Donc, l'autre question qu'on a, que les aînés, les enfants se posent souvent, c'est est-ce que je prends une chance de vendre la maison par moi-même? Mm-hmm. Ou est-ce que je fais affaire avec un courtier comme toi, Sophie? Je comprends que tu vas prêcher peut-être un peu pour ta paroisse, là, mais explique-moi pourquoi.
En fait, la question, elle est très bonne. Puis des fois, dans des marchés qui sont très actifs, on serait peut-être tenté de dire, bien, peut-être que je suis capable de vendre ma maison moi-même. Mais je te dirais, Louis, là, c'est rendu pas mal compliqué de vendre une maison. Les tests de pyrite, les tests de radon, les tests d'ocféreux, les intervenants qui sont nombreux, l'arpenteur, le banquier, l'évaluateur, l'inspecteur. Vous allez tout avoir à gérer tout ça. Après ça, la documentation. Par une erreur dans une clause, là, ça peut être très coûteux de rédiger une clause qui manque un élément important dans la clause. Donc, c'est devenu très complexe. Alors, je crois que ce que vous voulez avec un courtier, c'est d'être encadré du début à la fin, mais c'est un petit peu, je vous dirais, comme n'importe quoi. Tu sais, moi, ma comptabilité, là, je suis pas à jour avec tous les règlements gouvernementaux. Ben, je prends un comptable. Ma coupe de cheveux, je prends une coiffeuse. Tu sais, mais à la vente de ma maison, je prends un courtier. Alors, je fais affaire avec un professionnel, puis c'est ça son aussi, rôle. Sophie, les visites. Les visites, le stress d'avoir des inconnus dans notre maison qui circulent, qui ouvrent nos armoires, nos garde-robes, question de sécurité de ce côté-là. Alors, tu sais, je pense que le rôle du courtier a sa place dans toute transaction parce que c'est, oui, rendu plus complexe. Puis il y a toute une question aussi d'être protégé par la loi du courtage. Alors, une transaction qui est faite avec un courtier, ben, on a une protection de la loi du courtage, chose qu'on n'a pas quand on vend de gré à gré. Puis, ce que tu sembles dire qui va être notre entrée dans la portion monétaire de la chose, les gens, oui, mais là, je vais payer plusieurs dizaines de milliers de dollars pendant que je pourrais le faire pour moins cher. Encore une fois, dis-nous, donne-nous une idée de prix. C'est pas évident parce que c'est tout dépendant de la valeur de la propriété. Oui. Mais guide-nous un peu parce que une erreur, ça peut coûter cher. Exactement. Tu sais, je pense que, premièrement, il faut comprendre que vous n'aurez rien à débourser avant que la transaction soit rendue dans les mains du notaire. Donc, c'est l'argent, la rétribution, la commission, elle est prise à même le chèque de la vente. Okay. Alors, vous n'avez pas de sous à débourser, ça va être pris chez le notaire, c'est là que l'argent va être pris. C'est quoi le montant? Ça varie. Comme tu as dit, ça varie selon la valeur de la propriété parce qu'habituellement, c'est un pourcentage qui est fixé d'emblée dans le contrat de courtage et qui est pris sur le prix de vente de la propriété. Oui. Et c'est plus taxe. Faut pas oublier, des fois les courtiers, on oublie de le préciser. C'est important, c'est un service, donc c'est plus taxe. Et ce montant-là est donc un prix variable. Puis quand vous allez rencontrer un courtier, dans son plan de match, dans son offre de service, il va vous présenter quel est le pourcentage, ça varie d'un courtier à un autre. Mais de là, il faut voir qu'est-ce qu'il vous offre à l'intérieur de ce prix-là pour, en effet, s'assurer que si vous les comparez d'un courtier à l'autre, ben c'est s'assurer de voir à même cette rétribution-là, ça représente quoi, puis quelles sont la mise en valeur, la publicité qui va être faite. Tout, c'est avec ces sous-là que le courtier va pouvoir travailler. Faut pas oublier qu'il va y avoir d'autres coûts. Et ça, encore une fois, demandez à votre courtier de bien préparer, parce que c'est plate d'avoir des surprises chez le notaire. Donc, est-ce qu'il y a eu des quittances à radier? Les frais de notaire, on pense que parce que c'est moi qui vends, j'ai pas de frais. Non, maintenant, les villes chargent pour avoir des états de compte sur les comptes de taxes. La commission scolaire va aussi charger pour les vérifications. Alors, il y a quand même des frais, certificat de localisation. Alors, c'est sûrement besoin de faire un nouveau certificat. Ça, c'est à vos frais. Et puis, des fois, on peut avoir une propriété qui va demander une assurance titre. Donc, bien entendu, le courtier va pouvoir vraiment vous dire c'est quoi le coût de votre transaction, puis ça va varier vraiment selon la valeur de la propriété. OK, bien compris. Tantôt, on parlait de donner le meilleur look, si on veut. Hein? Fait que tout le monde parle de home staging. Oui. Donc, de mettre la maison sur son plus beau coup d'œil. Oui. Alors, donne-nous une idée, comment on procède pour faire ça? Parce que c'est pas tout le monde qui a ce talent-là, de dire, bon, ben on va peinturer un peu, on va enlever telle moquette ou tel tapis, dis-nous qu'est-ce que tu ferais. Ben, je pense que je vais te surprendre avec ma réponse. Ouais. Parce que pour nous, là, le home staging, c'est une étape, oui, qui peut être faite,
Mais pour nous, la préparation d'une mise en vente, c'est vraiment plus l'état de la propriété. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps plutôt de regarder dans quel état est ma propriété. Alors nous, la première question qu'on pose à nos clients, c'est pas est-ce que ça tenterait de peinturer tel mur ou dégager telle pièce, c'est plutôt quand est-ce la dernière fois que la maison a été inspectée? Okay. Quand est-ce la dernière fois que quelqu'un est rentré dans l'entretoit? Quel genre d'isolation, parce que ça fait 25 ans que la maison n'a pas été vendue, quel genre d'isolation? Est-ce qu'on va se retrouver avec la vermiculite, qui a peut-être un niveau de l'amiante? Okay. Des propriétés qui sont des années 60, 70, on peut se retrouver avec l'amiante. Désolée de mon blanc de mémoire. Mais donc, nous, ce qu'on fait, quand on parle de préparation de la mise en vente, la première chose qu'on va recommander, c'est si la maison n'a pas été vendue ou inspectée récemment, c'est de faire une inspection pré-vente. Okay. Alors, avec ça, on a des indices, on va avoir l'état général et on n'aura pas de surprise quand l'inspecteur de l'acheteur va venir inspecter. Alors, s'il y a des choses à réparer, moi, j'aime mieux mettre des sous sur une fissure à réparer ou une infiltration d'eau qui est dans l'entretoit que personne n'était au courant que de peinturer un mur blanc au lieu de rose. Mais si j'avais un peu de sous à... Je suis entièrement d'accord avec le principe d'avoir sa propre évaluation avant parce que, effectivement, tous les acheteurs ou la majorité des acheteurs vont arriver avec une inspection. Oui. Et puis là, ils vont négocier le prix à la baisse de façon importante. Ou courir et partir. Et là, tu perds ton acheteur. Bon point. Parfait. Alors, non, je pense que le home staging, puis oui, en effet, sur place, on donne des conseils. Fait que si, en effet, puis on a des ressources. Les courtiers ont des ressources. Alors, faut pas s'inquiéter. On a des gens, des hommes à tout faire, on a des électriciens, on a des plombiers. Alors, s'il y a des choses à faire réparer avant la mise en vente, on va pouvoir guider nos clients. Excellent. Combien de temps est-ce qu'on pense que ça peut prendre vendre notre maison, Sophie? Ça doit être ça aussi aléatoire, là, je présume, mais donne-nous une idée. En ce moment, le marché est actif dans un marché comme, je vous dirais, qui est présentement un marché un peu vendeur, équilibré dans certains secteurs. En donnant 30 jours, je vous dirais, là, avec une bonne mise en marché, un bon prix de départ, on devrait vendre la propriété. Mais encore une fois, ça dépend de l'état de la maison. Tu sais, je donne un exemple. Si une maison a été toute convertie pour mobilité réduite, donc salle de bain convertie, les passages, les entrées, bien c'est certain qu'il va peut-être avoir un délai un petit peu plus long parce que soit qu'on va vouloir trouver un acheteur qui va être prêt à accepter l'état général actuel ou va avoir à faire des travaux. Mais sinon, c'est vraiment une question de prix de départ, d'état général, de secteur. Puis votre courtier a des outils. Chaque secteur centriste nous offre, par chaque secteur, le délai moyen. Okay. Alors ça, c'est une autre façon de connaître un petit peu le délai. Mais en ce moment, les maisons vendent relativement bien. Puis vous allez avoir vu les comparables, et puis vous allez savoir normalement là, votre maison. Exactement, okay. Oui. Il y a une question qui survient. On comprend que là, le marché est un petit peu spécial. Puis c'est passé dans la presse et dans les médias. Les gens qui vendent leur maison sans garantie légale. T'en penses quoi? Alors oui, très bonne question. Les gens qui vendent leur propriété pour aller en résidence ont ce privilège de vendre sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Les banques qui vendent sans garantie légale, les successions vendent sans garantie légale. Et il y a aussi le groupe des gens qui quittent leur résidence principale pour aller en résidence. C'est un privilège. Ils peuvent en effet vendre sans garantie légale, sans souci. C'est reconnu, c'est accepté sur le marché. L'idée derrière ça, c'est qu'on veut pas du tout penser qu'un acheteur, 2 ans plus tard, va venir cogner à votre résidence pour vous dire, ben là, le toit, il coule, ou j'ai ouvert le mur, il y a une fissure. Non. On vend notre actif, c'est réglé, c'est votre fonds de pension, c'est vos sous. Après ça, on a la tête tranquille. Donc, aucun problème. Là, j'ai une maison là qui a 3 chambres à coucher. Oui. Et je déménage dans plus petit, dans une résidence, normalement. Je fais quoi avec mes meubles là, qui sont... je comprends ton idée tantôt, là, tu sais, dans une pièce, là, je place mes choses, mais y a-t-il des gens qui peuvent nous aider
à se départir de nos choses, à moins que mes enfants aient tout pris. Oui, non, en effet. Puis, je vous dirais, c'est probablement l'étape la plus difficile. Moi, je le vis avec mes clients. Là, c'est l'étape la plus difficile parce que, tu sais, on laisse des souvenirs, on laisse des passages de notre vie, tu sais, vraiment, c'est difficile de laisser le gros buffet qui date peut-être d'une deuxième génération, puis nos enfants ne veulent pas le buffet. Alors, il y a en effet un choix, donc on vient faire le choix de ce qu'on amène en résidence et après ça, il y a des organismes qui peuvent venir ramasser les items. Il y a définitivement des différents sites pour faire de la vente à rabais, faut le comprendre, si ça va être à rabais, mais sinon, il y a aussi se départir. Donc, il y a des compagnies, exemple, sans est nommé, mais il y a des compagnies qui font du ramassage là, d'items, puis c'est en fait trié, puis ensuite un 800 got junk, etc., Oui, exactement, qui vont faire juste, il y a aussi des compagnies qui offrent le service clé en main. Okay. Alors, il y a des compagnies, là, c'est une fois que la personne est en résidence, la compagnie, elle le sait, tout ce qui est dans la maison est vidé, la maison est nettoyée et après ça, on met en vente. Okay. Alors, il y a des compagnies qui ils ont le service clé en main. La dernière question, qui est pas si difficile, mais je prends qui pour déménager? Tu sais, là, je suis toujours compliqué de dire, j'ai pas de déménageur. Avez-vous ces contacts-là? Avez-vous des gens que vous suggérez? Bien, en fait, c'est vraiment une dépense qu'il faut le planifier parce que des fois, on aurait peut-être tendance de dire, ben j'ai plein d'enfants, des amis, des voisins, tout le monde veut nous aider. Mais rendu à cette étape-là, je crois que c'est important d'aller chercher un professionnel. Encore une fois, la notion de professionnel, parce que la résidence va avoir des restrictions, c'est certain. Des journées de déménagement, des passages, la protection au niveau des ascenseurs ou une porte spéciale pour les déménageurs. Alors, je crois que c'est vraiment important de faire affaire avec un professionnel. Et oui, votre courtier devrait avoir des ressources de gens qui sont spécialisés, qui sont capables qui ont déjà fait du déménagement en résidence. Et puis vous, quand vous allez avoir choisi votre résidence, c'est sûr qu'ils vont vous donner le guide de déménagement. Absolument. Alors, il va avoir des instructions. C'est le lundi, le mardi, c'est telle heure à telle heure. Et il y a des amendes. Là, si jamais on respecte pas, il y a des amendes. Alors, vous voulez aller chercher un déménageur aussi qui vous offre des garanties. Alors, des garanties de protection pour s'assurer. Puis le bouche à oreille, donc la référence en déménagement aussi, c'est important. Donc, oui, votre courtier devrait être vraiment en mesure là, de vous référer quelqu'un. Sophie, écoute, merci mille fois. J'ai apprécié le temps ensemble. Je pense que pour tout le monde qui vont écouter ce petit vidéoclip, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez avoir les informations de Marc et Sophie sur la portion qui va vous donner accès à ce vidéo-là. Alors, en espérant que vous allez apprécier. Bonne journée à vous tous de Vis-à-vis Louis Sirois.